Trump a passé 14 mois à construire une relation personnelle avec Poutine, à concéder, à tendre la main, pour qu'au final, la Russie aide l'Iran à tuer des soldats américains. Alors, voilà la vraie question. Est-ce que cette attitude étrange de Trump faisait partie d'un plan, ou est-ce que c'est Poutine qui mène le jeu depuis le début ? Revenons en mars 2026. Des avions américains et israéliens frappent les sites nucléaires iraniens, les installations de drones, les navires de guerre dans le Golfe. L'opération Epic Fury est en route depuis 2 semaines. La Russie observe. Le 14 mars, NBC News publie un rapport. La Russie fournit des renseignements à l'Iran, des données en temps réel sur la localisation des forces américaines au Moyen-Orient, pour que les missiles et drones iraniens puissent toucher leurs cibles. 4 sources différentes confirment l'information, toutes directes et fiables. Le secrétaire à la défense britannique dit les choses clairement. La Russie et l'Iran partagent tactiques, formation et technologie. Puis le 27 mars, une salve de missiles et de drones iraniens frappe la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite. 6 missiles balistiques, 29 drones. Ils contournent les défenses et touchent leurs cibles. L'une d'elles, c'est un E-3 Sentry de l'US Air Force, un avion radar à 270 millions de dollars. Il en restait 16 en tout dans l'armée américaine. Toute la partie arrière du fuselage est détruite. La queue de l'avion s'effondre. Le radar est détruit aussi. Au moins 10 soldats américains sont blessés, plusieurs gravement. Les sources du renseignement ukrainien ont dit tout haut ce que les responsables américains reconnaissaient plus discrètement. La Russie a fourni des images satellites de la base à l'Iran, quelques jours avant la frappe. Le 3 n'a pas été touché par hasard. Quelqu'un avait indiqué à l'Iran exactement où chercher. Suite à ça, la Maison-Blanche est interrogée directement. NBC avait 4 sources différentes qui confirmaient l'information. Zelensky l'avait dit publiquement. La réponse du porte-parole ? Le président et son envoyé spécial ont tous les deux dit que, bien sûr, ils ont envoyé un message à la Russie et que si cela était confirmé, c'est quelque chose dont ils ne seraient pas contents. Et ils espèrent que cela ne se passe pas. Si cela était confirmé. Alors même que l'information ne fait aucun doute. Elle est connue de tous les services de renseignement du monde. Encore une fois, une communication extrêmement complaisante avec la Russie, qui, pourtant de son côté, ne se prive pas pour attaquer les intérêts américains. Et il y a pire. Regardez ce qui se passe la semaine suivante. Trump assouplit les sanctions pétrolières. Des exemptions temporaires permettent à des pays comme l'Inde de continuer à acheter du pétrole brut russe. La raison officielle ? Stabiliser les marchés énergétiques perturbés par la guerre en Iran. La guerre que la Russie aide activement à prolonger. Arrêtons-nous 2 secondes et reprenons cette séquence lentement. La Russie fournit des données de ciblage pour aider l'Iran à frapper des forces américaines. Trump en est informé. Sa réponse ? Une communication complaisante. Et dans les jours qui suivent, la pression économique sur la Russie est réduite. C'est quand même étrange. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que Trump a derrière la tête ? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Il semble clair que la relation personnelle que Trump a passé 14 mois à construire, les rencontres, les déclarations, les appels, les concessions, rien de tout ça n'a dissuadé la Russie d'attaquer les intérêts américains dès qu'ils en ont eu l'occasion. La relation spéciale n'a rien changé. Alors pour comprendre comment on en est arrivé à ce qui semble aujourd'hui une situation paradoxale, il faut revenir 14 mois en arrière. On est en janvier 2025. Trump vient d'être élu. Avant la guerre en Iran, avant les ultimatums, avant tout ça. Parce que à ce moment-là, il y avait bel et bien une stratégie. La guerre en Ukraine était dans une impasse. L'opinion publique américaine a une patience limitée et financer une guerre qui ne semblait pas avoir de fin pouvait vite devenir impopulaire. Et pour Donald Trump, il était clair que l'Ukraine ne pouvait pas reconquérir tout son territoire par la force. Et Trump, il a une caractéristique qui est souvent sous-estimée. C'est un président qui ne part pas avec des a priori ou des méthodes préétablies. Il sait sortir des sentiers battus, c'est le moins qu'on puisse dire. Un président traditionnel aurait sans doute subi une pression domestique énorme pour ne pas récompenser l'agression, l'attaque de la Russie. Mais Trump, lui, il a une vision uniquement business. Il ne cherche qu'à savoir si un accord est atteignable ou non, sans prendre en compte les paramètres extérieurs. Il ne s'embarrasse pas de symboles. Alors souvent, c'est un problème. Mais dans ce cas, cela aurait pu être un avantage. Car il a vu à ce moment-là un accord possible, et il a pensé que l'accord pouvait être bénéfique aux États-Unis. Car dans l'histoire, il y a eu un cas similaire. En 1972, en pleine guerre froide face à la Russie, Nixon a procédé à une ouverture vers la Chine, pour exploiter la fracture entre Moscou et Pékin. En offrant à la Chine une porte de sortie à la pression soviétique, il a affaibli le pouvoir de l'URSS. Trump a cru voir une situation similaire, proposer un rapprochement avec Moscou pour éloigner la Russie de sa dépendance économique envers la Chine. Rubio et d'autres dans l'administration Trump lui avaient suggéré cette stratégie. Et voilà ce que ça aurait pu donner. On dit à la Russie, si vous acceptez un cessez-le-feu rapide, vous aurez un allègement des sanctions, des investissements dans la reconstruction et des garanties de sécurité. Mais si vous refusez, vous aurez plus de missiles Tomahawk pour l'Ukraine,
une pression maximale sur le pétrole et des livraisons d'armes. C'est le jeu de la carotte et du bâton. Et dans ce cas-là, les deux semblaient crédibles. Trump avait des gros arguments à faire valoir. Starlink, les missiles Tomahawk, les sanctions pétrolières, la menace de livraison massive d'armes à l'Ukraine. L'Atlantic Council l'a reconnu directement. Trump avait la capacité unique de forcer la main de Poutine. Le levier était réel. La stratégie avait donc une logique, elle avait un levier réel, et elle avait un président prêt à les utiliser tous les deux. Bon, du coup ça semble cohérent. Alors comment on en est arrivé à cette situation qui semble très loin de l'objectif initial ? Eh bien pour comprendre cela, il faut regarder exactement comment se sont déroulées les négociations. En novembre 2025, l'envoyé de Trump, Steve Witkoff, a rencontré Kirill Dmitriev, le représentant désigné de Moscou. L'Ukraine n'était pas présente ni ses alliés européens. Et regardez ce que le plan de paix proposé par les États-Unis prévoyait. L'Ukraine cédait la Crimée, tout le Donbass et le Lugansk, y compris les territoires que la Russie ne contrôlait même pas encore. Aucune possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, jamais. Des plafonds stricts sur les forces armées ukrainiennes, mais aucune limite pour l'armée russe. Un allègement des sanctions et des concessions économiques pour Moscou. Une amnistie pour les crimes de guerre russes. Aucun casque bleu occidental sur le territoire ukrainien. Alors même que les négociations ne faisaient que commencer, les États-Unis proposaient des conditions extrêmement favorables à la Russie. The Economist a appelé ça un plan pour la reddition ukrainienne. Et franchement, c'est difficile de trouver un autre mot. Witkoff était en train de vendre l'Ukraine à Poutine. Arrêtons-nous un peu sur le négociateur, Steve Witkoff. C'est un promoteur immobilier, proche de Trump depuis plusieurs années. Mais négocier avec le Kremlin, ce n'est pas négocier le prix d'un appartement. Ça demande de comprendre la diplomatie de l'adversaire, comment il fonctionne. Ce que le mot accord signifie dans la pratique diplomatique russe. On parle d'un État qui a signé et rompu chaque accord qu'il a jamais conclu. John Sipher a passé des décennies à diriger des opérations de la CIA contre la Russie. Son analyse, Witkoff n'était pas là pour tirer le maximum de la négociation. Il était là pour se positionner pour des affaires dans la Russie d'après-guerre. Et oui, qui dit rapprochement Washington-Moscou, dit nouvelles opportunités pour un magnat de l'immobilier. Le négociateur envoyé par Trump n'avait aucune expérience ni compétence pour se trouver là, et avait en plus des intérêts personnels à faire jouer. Les Russes l'ont vite compris et en ont tiré tout ce qu'ils pouvaient. Mais même un accord favorable n'était pas suffisant pour Poutine. Trump a fixé un ultimatum de 50 jours en juillet 2025. Il a expiré. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il en a refixé un de 10 jours juste après. Il a dit aux journalistes qu'il était très déçu. Mais aucune conséquence n'a suivi. Un négociateur qui donne toutes les concessions possibles depuis le début et qui ensuite lance des ultimatums sans les faire respecter, ça déséquilibre tout de suite le rapport de force. Les USA avaient le levier, mais la Russie a très vite compris ce qu'elle pouvait extraire et ce que les délais de Trump signifiaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a donc eu un problème de compétence claire durant les négociations, mais il y avait aussi un problème plus profond. Et même si l'exécution avait été parfaite, avec le bon personnel, le bon séquençage, le bon négociateur, la stratégie avait un défaut structurel majeur, parce que l'autre côté ne jouait pas au même jeu. Revenons sur les négociations sur l'Ukraine, lors de l'entrée au pouvoir de Trump. Poutine a rejeté l'offre alors même qu'elle était inespérée pour lui. Le plan dont on a parlé juste avant, qualifié de reddition ukrainienne par les experts, celui qui donnait à la Russie la Crimée, le Donbass, pas d'OTAN pour l'Ukraine, une amnistie pour les crimes de guerre. Poutine a dit non. C'est un signal clair que la Russie n'était pas là pour négocier. Et c'est là que Trump a fait la plus grosse erreur. On a eu une évaluation annuelle de la communauté du renseignement américain, et c'est sans ambiguïté. Moscou reste convaincu qu'il gagnera sur le champ de bataille et imposera ses propres conditions. Un pays convaincu de la victoire militaire n'a aucune raison d'accepter un règlement négocié, aussi favorable soit-il. Pourquoi accepter 80% quand on s'attend à 100%? Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Parce que même si la confiance de Poutine dans ses troupes s'effondrait demain, il ne serait en réalité pas en mesure de s'arrêter. Regardez l'économie domestique russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Les secteurs liés à la défense ont augmenté de près de 50% depuis 2021. Les salaires militaires ont rendu des millions de familles russes plus riches qu'en 2022. Les économies régionales dépendent désormais de cet argent. Démobiliser des centaines de milliers de soldats endurcis par le combat dans une économie de paix risque de reproduire la crise des années 1990. Une période qui a marqué Poutine dans sa chair et qu'il va tout faire pour ne pas reproduire. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que Poutine aujourd'hui n'a plus vraiment le choix. Sa structure politique a besoin de la guerre. Et la guerre a aussi servi à autre chose. Toute opposition politique à l'intérieur de la Russie a été éliminée depuis 2022. Les médias indépendants disparus. Il a pu effectuer la transition d'un système autoritaire vers quelque chose de proche d'une dictature complète. Un retour à la paix pourrait affaiblir son contrôle politique. Et voilà pourquoi la stratégie de Trump était vouée à l'échec, même si elle avait été parfaitement menée.
ce qui n'a pas été le cas. Poutine n'avait aucune intention de négocier la paix, même avec les conditions les plus favorables. Peter Dickinson, à l'Atlantic Council, a longtemps étudié les véritables objectifs de Poutine. Sa conclusion: l'objectif de Poutine n'est pas de gagner du territoire, c'est l'élimination pure et simple de l'État ukrainien en tant qu'entité indépendante. Poutine perçoit la démocratie ukrainienne comme une menace existentielle, un catalyseur potentiel d'effondrement russe, de la même manière que 1989 a catalysé la fin de l'Union soviétique. Aucun accord qui laisse subsister un État ukrainien fonctionnel ne satisfait cet objectif. Fiona Hill a observé Poutine opérer pendant des décennies. C'était la conseillère pour la Russie auprès de 3 présidents américains. Son analyse: Poutine est extraordinairement doué pour cerner les gens, et il sait que la parole de Donald Trump ne vaut rien. Un accord avec Trump n'est durable que dans la mesure où Trump peut le garantir au-delà de sa propre administration. Mais d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Le Congrès pourrait reprendre la main, un autre président pourrait être élu. Consolider des gains territoriaux par la force est beaucoup plus durable que les consolider par n'importe quel accord avec Trump. Poutine n'a pas refusé parce que le prix n'était pas bon. Il a refusé parce qu'il n'obtenait pas ce dont il avait besoin. La stratégie avait été conçue pour un adversaire qui veut un accord. Poutine ne veut pas d'accord. Au début 2025, l'économie russe était sous une pression réelle. Les revenus pétroliers s'effondraient. Les réserves fiscales que Poutine avait passé des années à constituer étaient presque épuisées. Toutes les mains tendues de Trump sont arrivées exactement à ce moment, au moment précis où une pression soutenue aurait pu changer les calculs russes. Trump a sauvé la Russie. Pas volontairement, mais le résultat est là. Même la guerre en Iran a offert à la Russie une aubaine financière, et la fenêtre de pression s'est refermée. Alors, est-ce que Trump avait un plan, ou est-ce que c'est Poutine qui le conduisait exactement là où il voulait? Il y avait un plan, un vrai, avec une logique et un vrai levier. Mais il avait été conçu pour un adversaire qui n'existe pas. Il a engagé la négociation comme il l'a toujours fait, comme une négociation face à un autre homme d'affaires. Mais Poutine n'est pas un homme d'affaires, c'est un stratège du long terme, avec un engagement idéologique fort contre l'Ukraine, une structure domestique qui a besoin de la guerre pour tenir, et une lecture précise de Trump. La relation personnelle n'a rien changé. Les concessions ont été encaissées sans réciprocité. Les ultimatums ne signifiaient rien. Et quand le moment est venu, quand la Russie a dû choisir entre la relation et ses propres intérêts, elle a choisi ses propres intérêts. C'est Poutine qui mène la danse, et ce, depuis le début.